Maintenant, je vais accueillir avec un grand plaisir notre intervenant, notre expert de ce soir, Monsieur Laurent Berger, qui est secrétaire général de la CFDT depuis 2012, mais aussi président de la Confédération européenne des syndicats. En ça, je mets un peu l'accent là-dessus parce que tous ceux qui me connaissent et suivent un peu mon parcours savent que la vision européenne est très importante pour moi. Je suis membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et plus que jamais, aujourd'hui attaché au multilatéralisme et persuadé qu'il n'y a pas de solution unique française, mais des impulsions au contraire apportées au niveau international. Ce matin d'ailleurs, nous avions une réunion de bureau avec la Commission Affaires sociales, santé et développement durable et nous avons rappelé à quel point il était important de maintenir le lien et le cap ensemble pour les droits de l'homme, pour les droits humains à travers le continent. Alors nous avons pris une décision qui est d'échanger toutes les bonnes idées pour être plus ambitieux en termes de justice sociale et de développement durable. Et je pense que ce soir, je devrais avoir des pistes intéressantes à partager avec mes collègues députés et parlementaires à travers l'Europe. Alors ce matin est tombé un petit sondage également, une petite enquête élaborée par l'association Data Covid avec l'Institut UPSOP pour mesurer l'inquiétude des Français par rapport à l'épidémie et comment ils adaptent leurs gestes. Alors les Français placent l'épidémie évidemment en premier lieu de leurs préoccupations actuelles, mais également le système de santé et le réchauffement climatique. Donc on est vraiment dans les thématiques, les préoccupations sociales, les préoccupations environnementales, les préoccupations humaines finalement prennent le pas sur les préoccupations économiques parce que celles-ci sont reléguées bien loin derrière. Donc voilà un petit peu en guise d'introduction. Maintenant, je vais laisser la parole à Alain Dubois, sans qui cette visioconférence, on veut bien le dire, n'aurait pas eu lieu. Bien. Bonjour Laurent. Le 5 mars dernier, le pacte du pouvoir de vivre fêtait son premier anniversaire. Ce pacte regroupe plusieurs ONG, plusieurs organisations. Il s'agit au travers de ce pacte du pouvoir de vivre de travailler ensemble en vue de répondre à l'urgence sociale et écologique que connaît le pays. Cela dit, ça me rappelle le pouvoir de vivre de mon ancien patron Brice Lalonde à l'élection présidentielle de 1981. Aujourd'hui, les solutions qui font consensus semblent difficiles à trouver, mais on est là, Jennifer et moi, pour chercher ensemble et pour chercher avec vous. Nous refusons de nous soumettre à tous ceux qui nous prédisent l'apocalypse, à tous ceux qui nous prédisent le désespoir. Nous devons cesser d'opposer le social et l'écologique. Et là, je reprends les termes du pouvoir de vivre. Il n'y a pas d'un côté la question de la fin du monde et de l'autre celle de la fin de moi. Les deux enjeux sont deux faces d'une même pièce, celle de la société du développement durable au travers des 17 objectifs de l'agenda 2030. Ça, c'est de moi. Bien évidemment, il faut y ajouter le secteur économique. Nous avons à construire et à préparer l'avenir, quelles qu'en soient les difficultés. C'est notre dessein. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, et j'ai vraiment un très grand plaisir d'accueillir mon patron syndical. J'en ai connu quelques-uns à la CFDT, mais Laurent est significatif et sans aucun doute celui qui correspond le mieux à ma vision de la société. Merci Laurent d'avoir accepté d'être venu ce soir. Je te laisse donc la parole et je te laisse nous donner certaines solutions, certaines réflexions qui nous poussent à aller vers un mieux pour la société. Merci à toi. Merci Alain, merci Jennifer, Madame la députée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Ce n'est pas les conditions les plus optimales pour se voir. Moi, j'aime bien intervenir auprès de citoyens, de travailleurs, de militants, en pouvant les regarder, mais en même temps, la situation nous l'impose, donc on va faire comme ça. La période que l'on vit, elle est inédite. Alain faisait référence à des syndicalistes. Vous parliez de Raymond tout à l'heure, et je vous remercie de l'hommage que vous lui avez rendu parce que
moi, je suis assez en lien avec un de ses fils, qui est aussi un responsable important de la maison en Occitanie. Mais je dis souvent que, y compris dans les contacts avec mes collègues des autres organisations syndicales, aucun de nos prédécesseurs assez récents n'a connu finalement ce profond bouleversement qu'on est en train de connaître. Et il faut bien le dire, aucun d'entre nous, il y a 3 mois, était capable de le prédire. Pour autant, on était quelques-uns. Alors d'abord, je tiens à le dire, moi je crois que la période, elle invite à l'humilité. Et je pense que tous ceux qui vont expliquer que ce qu'ils disaient précédemment, c'est exactement ce qui s'est passé ou c'est exactement ce qu'il faut faire maintenant, manqueront un peu d'humilité parce que, évidemment, cette crise, elle nous révèle beaucoup de choses. Mais finalement, on va vivre des moments très compliqués. D'abord sur la question sanitaire, avec des drames, on vient d'en parler, humains, familiaux. On traverse déjà une profonde crise économique, avec des impacts sociaux extrêmement importants. On va aussi être percuté sur la question démocratique, parce qu'on voit bien que les risques démocratiques ne sont pas du tout absents. Certains pourraient même penser que des régimes autoritaires seraient plus à même de répondre aux préoccupations sanitaires, aux besoins sanitaires. Donc, on est dans un moment de profonde transformation. Et même si ça demande beaucoup d'humilité, je crois que cette crise, elle nous enseigne quand même pas mal de choses. Et elle nous enseigne sur le plan social, d'abord, sur le fait qu'il n'y a pas de commun possible s'il n'y a pas de service public digne de ce nom, s'il n'y a pas de capacité à ce qu'un certain nombre de services, et notamment celui de la santé, soient accessibles. Mais on s'aperçoit aussi que c'est vrai sur d'autres éléments comme l'éducation, comme les transports, etc. On est aussi à un moment où on s'aperçoit que les métiers qui sont la plus faible, souvent reconnaissance salariale, hiérarchique, sont ceux qui ont souvent une forte valeur ajoutée sociale. Et finalement, cette crise, elle met en lumière quoi? C'est vrai sur la question du travail, c'est vrai sur d'autres éléments. Elle met en lumière les inégalités qui nous taraudent depuis maintenant de longues années. C'est finalement un profond miroir, un très beau miroir de ces inégalités qu'on dénonçait dans le pacte du pouvoir de vie et qui mine les solidarités et qui mine notre pacte social aujourd'hui, qui mine aussi la vie de millions et de millions de citoyens. Et donc, et les inégalités, je ne vais pas les lister, mais si on prend la période actuelle, c'est ce qu'on doit rendre au travail ou pas. C'est d'abord le manque de maîtrise de filières stratégiques au niveau national et européen. C'est-à-dire que la gestion du low cost et des flux tendus, eh bien, elle vient de prendre un sacré coup dans la figure. C'est aussi la dépendance des entreprises à la puissance publique. C'est quand même incroyable. Fervent anti-État, la loi du marché sont aujourd'hui ceux qui demandent le plus à l'État en termes de soutien à l'activité. Pour aujourd'hui s'en sortir. Puis c'est aussi la capacité de l'entreprise à changer de production, à innover. On le voit. Excusez-moi, monsieur Berger, mais on vous entend très mal. Apparemment, vous avez une mauvaise bande passante. J'ai mon réseau Wi-Fi, je ne sais pas. Ou alors, il faut mettre comme ça, peut-être, c'est mieux. Là, on vous entend. On vous entend. Désolée. Bon, on va essayer comme ça. Alors.
Ah non, je vous en prie, mais vous avez raison de le dire. C'est mieux là? Oui, c'est mieux. Je vous entends pas, moi. Ouais. OK. Donc, sur la question économique, c'est aussi la démonstration que c'est l'économie réelle qui est attaquée et que la volatilité des marchés financiers et le rattachement de l'économie à des impératifs trop souvent purement financiers est une profonde erreur. Et puis, cette crise, elle nous enseigne aussi sur le plan européen et international. Pas ce que vous avez dit, on ne s'en sortira pas sans régulation. C'est pas satisfaisant totalement ce qui s'est passé au sommet européen hier, mais enfin, les premiers pas sont quand même franchis. Je sors d'une réunion avec la Confédération européenne des syndicats en début d'après-midi et il y a quand même un certain nombre de points positifs, même s'il y a encore beaucoup de points négatifs. Et puis, sur la question plus large sociétale, cette crise, elle nous enseigne sur notre rapport au risque. Moi, ce qui m'a frappé assez vite, et même je regardais tout à l'heure les chiffres de victimes, et ils sont très nombreuses, trop nombreuses, dans un certain nombre de pays. Mais au rapport de victimes, du nombre de victimes par rapport à celles qui sont victimes de du réchauffement climatique ou de la pollution, on en reste encore à des chiffres trop élevés, mais moins élevés. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise, elle nous a fait pour la première fois depuis longtemps, pas simplement en France, mais à peu près partout sur la planète, mettre en avant d'abord l'humain, d'abord la vie humaine, avec une capacité à mettre à l'arrêt quasiment des secteurs économiques entiers. Et si on s'en réjouit, et je crois qu'il faut s'en réjouir, parce que personne ne voulait voir, comme les prévisions le disent, en France, 60 000 décès, voire plus, s'il faut s'en réjouir, il faut que demain, cette logique de faire le choix de la vie humaine, de l'humanité, plutôt que d'une seule performance économique, continue de prédominer. Et donc, les voies de sortie, je crois, elles sont à trouver entre la capacité à articuler une économie résiliente, parce qu'il faudra relancer l'économie, il faut une économie, parce que c'est générateur d'emplois, parce que c'est générateur, c'est une donnée, enfin, c'est une fonction essentielle d'une société, mais il faut que ça se fasse avec deux ambitions, la question de la justice sociale, ça me paraît une évidence, et la question de la transition écologique, du respect de la planète. Et là, on a deux choix finalement en sortant de cette crise, une fois qu'on aura dressé l'ensemble des enseignements. Et moi, j'espère qu'on prendra le temps, et le temps, ce n'est pas forcément des mois, ça peut être rapide, mais on prendra le temps de dresser le diagnostic de ce qui est en train de se passer et de ce que ça nous enseigne. Mais j'espère qu'à la fin, il y a deux risques qu'on saura éviter. Le premier, c'est on recommence comme avant. Il y a eu on-off. On estime que tout ça a été très compliqué, très difficile, mais on repart comme avant et on ne se réinterroge pas. Le deuxième, c'est ceux qui voudront nous faire croire qu'il y aura un grand soir qui, tout d'un coup, mettra en place un système merveilleux où tout le monde ira bien. D'abord, le grand soir de certains, ce n'est pas forcément ma vision idéale de la société, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas à croire que les changements s'imposeront comme ça. Ce qui est absolument nécessaire, c'est qu'on articule mieux l'enjeu économique avec l'enjeu social et l'enjeu écologique. Et que ça, on peut réussir à le faire à une seule condition, c'est qu'on se réinterroge sur les principes et sur les indicateurs de progrès dans une société. Moi, je pense que la première action que devrait faire, une fois la crise sanitaire gérée et la reprise d'activité gérée, donc ce n'est pas maintenant, mais assez vite, la première chose que devraient faire des gouvernants aujourd'hui, c'est de se réinterroger sur les indicateurs de progrès. Et de se dire, on a trop longtemps été dicté par un seul, ou en tout cas principalement par un seul indicateur, qui est la croissance et le PIB. Demain, cet indicateur-là demeure, existe, mais il doit se conjuguer comme c'est prévu par un peu moins d'une dizaine d'indicateurs qui ont été déjà travaillés par les uns et les autres. Eh bien, il doit être dicté, notre vision du progrès et notre modèle de développement doit être dicté par des questions de santé, par des questions de pauvreté, par la mesure de la pauvreté, par la mesure de l'éducation, par la mesure du respect de la biodiversité, etc., etc.
Et si on fait ça, si on se fixe un certain nombre de principes, on sera en capacité de se réinterroger sur la façon dont on va vers ce modèle de société qu'on préconise. Et ça ne se fera pas, je crois, moi, que la sortie de crise, elle se fait dans une capacité à renouveler la démocratie, à faire en sorte que le dialogue s'opère. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce que je pense doit s'appliquer en totalité. Je crois que toute société démocratique, elle ne se construit que par la recherche du compromis, par la capacité à faire se conjuguer des intérêts contradictoires qui sont inhérents à toutes les sociétés. On connaît bien ça dans le monde du travail, l'intérêt d'un employeur n'est pas en tout point similaire avec l'intérêt d'un salarié. Il y a des conflits de logique. Ces conflits de logique, c'est dans notre capacité à les reconnaître qu'on peut faire émerger des solutions. Et donc, dans l'entreprise, ça s'appelle le dialogue social. Dans une société, c'est la capacité à faire se confronter des intérêts contradictoires pour faire émerger les compromis. Mais lorsqu'on sait là où on veut aller, c'est-à-dire un modèle économique beaucoup plus vertueux sur la question sociale, un respect de la planète, la lutte contre les inégalités, eh bien, ces compromis, on les construit dans ce cadre-là. Et moi, je crois qu'il faudra prendre ce temps démocratique pour se fixer et les principes et les façons d'y parvenir, et qu'ensuite, il y ait une capacité avec une institution dont il faudra définir le contenu, mais je pense notamment au commissariat général au plan, eh bien, je crois, c'est pas ça qu'il faut refaire, mais c'est ce principe-là, il faudra se fixer les conditions du chemin qu'on a décidé d'emprunter. Et le pacte du pouvoir de vivre, on va faire des propositions dans une dizaine de jours, dans le cadre de la crise, c'était exactement ça. C'était pas les propositions que nous avons voulu formuler, maintenant nous sommes 55 organisations à les proposer, ce sont des propositions qui concilient l'urgence de la lutte contre les inégalités, parce que ces inégalités, elles minent notre pacte républicain, l'urgence de la transition écologique, parce qu'il n'y a pas, comme disaient les syndicalistes au niveau international, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte, il n'y a pas non plus de protection sociale, il n'y a rien. Et puis, la capacité à faire vivre une démocratie renouvelée. Et donc, c'était vrai hier, cet enjeu-là, il était vrai hier. Il est encore plus important aujourd'hui parce que je crois qu'on ne sortira pas indemne de ce qu'on est en train de traverser, ni individuellement, ni collectivement, sans doute, qu'on va réinterroger le sens, que le sens de l'écologie, le sens de la justice sociale, le social va réémerger très fortement, ça c'est sûr, mais il ne faut pas qu'on laisse de côté la question écologique. Parce qu'autrement, on perdra, on repartira comme avant, je le crains. Et donc, il y a une lourde responsabilité de l'ensemble des acteurs à prendre des décisions éclairées, à fixer les caps, mais surtout pas à le faire tout seul. Si ça ne se fait pas dans une forme de débat citoyen, on n'y arrivera pas, parce que cette crise, on la traverse aussi dans une forme de démocratie un peu fatiguée, avec beaucoup de ressentiments, beaucoup de contre-vérités, d'incapacité à porter un débat sain et respectueux des avis divergents. Et donc, je crois que c'est ça dont il est question de reconstruire après les épisodes que nous sommes en train de traverser. On n'a pas commencé vraiment à le faire. On voit que fleurissent tout un tas d'initiatives. Elles sont toutes intéressantes. Maintenant, il va falloir, et c'est la responsabilité, je crois, des acteurs organisés, l'État, les gouvernants, mais aussi la société civile, de construire la capacité à se mettre un peu en ébullition d'une certaine manière en termes intellectuels, en termes de propositions, pour aboutir à des propositions concrètes. Et dans ce cadre-là, l'entreprise, le monde de l'entreprise a aussi une profonde responsabilité, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le syndicalisme. Voilà, pour poser les choses un peu rapidement et un peu succinctement, j'en ai conscience, mais si on veut avoir le temps du débat et de la discussion, c'est bien de ne pas monopoliser la parole. Merci à vous. Monsieur Berger, alors moi j'avais quelques questions aussi que j'avais préparées. J'avoue, je prends le tour en premier, mais vous y avez répondu partiellement à certaines.
Donc, oui, vous l'avez dit, au départ, vous étiez 19 sur le pacte du pouvoir de vivre. Aujourd'hui, vous êtes 55. Avec la crise du coronavirus, la crise qu'on vit aujourd'hui, les inégalités, elles sont encore de plus en plus flagrantes, et tout comme les fragilités, malheureusement, de notre système social et sanitaire. Et plus que jamais, il me semble que le pacte est d'actualité. On voit de nombreux acteurs qui réclament que ça change, qui réclament un jour d'après. Et les initiatives, elles fleurissent, elles se superposent. Mais est-ce que vous pensez que cette émulation, elle peut finalement mener à une espèce de convergence salutaire qui permettrait enfin une traduction politique du pacte? Et si oui, à quel niveau? J'ai été frappée par le fait que vous ayez fait 10 propositions dans le cadre des municipales. Donc, le second tour, il n'a toujours pas eu lieu. Je pense qu'il y a des engagements encore à prendre. Est-ce que vous pensez que le niveau local pourrait finalement être plus pertinent pour impulser un changement en politique? Après, je relisais aussi le pacte ce matin et il y a une phrase qui a fait écho chez moi, c'est dans l'axe 2 du pacte, remettre l'exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l'économie. C'est cette phrase: le temps est venu de dire et de valoriser ce qui compte. Le travail collectif et les savoir-faire que chacun développe, les activités qui créent des vraies richesses, le lien social. Alors aujourd'hui, on parle des essentiels invisibles, si j'ose cette formule, les personnels soignants, les livreurs, les caissières. On parle aussi des couturiers. Chez nous, dans le Nord, on a un riche passé de textile et on voit des gens qui ressortent la machine à coudre pour fabriquer des masques ou des surblouses. On voit des fans d'imprimantes 3D qui transforment finalement leur passe-temps au service de l'intérêt général. C'est toute notre conception de la richesse qui est remise en cause et notre échelle de valeur. Et pourtant, je vois hier aussi un article disant que des gens sont capables de faire des files pour aller manger un McDo, ce qui me semble une valeur un peu société de consommation comme avant. Donc, est-ce que finalement tous les Français se sentent concernés par ce que nous essayons d'impulser depuis quelques semaines? Est-ce que comment réussir à toucher cette frange de Français qui reste encore fermée à cette notion de changement et qui pourtant n'y est pas insensible, parce qu'on voit par exemple avec la Convention citoyenne que parmi ces gens tirés au sort, il y en a qui se sont mis à s'intéresser au climat qui ne le faisaient pas auparavant. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait avoir des sortes de conventions citoyennes qui seraient élargies, qui ne parleraient plus que du climat, mais qui parleraient aussi de social et peut-être des conventions citoyennes dans chaque territoire, une sorte de recoupement? Enfin, je ne sais pas. Voilà pour mes questions. Après, on en a pas mal encore qui nous ont été déposées. Je ne sais pas si vous voulez répondre à celle-là ou si on enchaîne tout de suite avec d'autres. Rapidement, si vous voulez. Moi, je crois que la politique, c'est trop sérieux pour le laisser aux seuls politiques. Et donc, je crois que la traduction politique du pacte, c'est la capacité à agir. Moi, si je suis un syndicaliste, c'est que j'ai toujours voulu, je dis pas que c'est le cas des politiques, c'est pas le cas des politiques. Hein. Je dis pour un syndicaliste, j'ai toujours voulu manier les idées avec les actes et de mettre mes actes en concordance avec ce que je portais comme idée. Je crois que le pacte, et on l'a bien vu, on a fait un tour de France du pacte du pouvoir de vivre. Je crois que Michel Crépin, le secrétaire général de l'URI CFDT Nord-Pas-de-Calais, est en ligne. Il y a eu une réunion à Liévin, je crois que c'était à Liévin, mais de plus de 500 personnes. Il y a de la dynamique locale qu'on peut faire autour de ces enjeux que je viens d'exprimer. Et que c'est vrai, ça peut être le politique et les municipalités ont un rôle à jouer. Et ça peut être des acteurs engagés dans un territoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais regardez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un pays où les solidarités ont du sens et où les gens s'engagent les uns avec les autres. Mais aussi, on est aussi dans un pays où, en fait, à chaque fois qu'on veut un changement, on regarde en haut, c'est une image, pour regarder ce qui va être décidé d'un point de vue centralisé. On fait une erreur. On fait tous une erreur. Mais nous, on l'a fait, mais ceux qui nous dirigent font une erreur aussi. Parce qu'ils ont le sentiment que parfois, c'est eux qui doivent donner la bonne parole et les bonnes idées. Et donc, il faut réinverser ça. Il faut recréer les conditions par le biais d'initiatives citoyennes, par le biais de se réunir, et pas en disant… On a de nouveau perdu le son, il me semble.
Ah, désolé, on a de nouveau un problème de connexion. Fracture numérique en œuvre, en action. Allô, on y est? Oui, on vous entend. C'est bon, c'est mieux? Oui, on Oui, vous je entend. disais, il faut remettre des conditions de délibération au plus près de la réalité. Et il ne faut pas arriver avec… vous savez, la CLDT, elle a fait beaucoup de progrès depuis de nombreuses années maintenant, hein, bien avant j'en sois le secrétaire général. On n'arrive pas avec des propositions toutes faites. On arrive en questionnant les travailleurs sur ce qu'ils vivent. Et moi, je crois que si on veut reconstruire du commun, il faut repartir de ce que sont les réalités vécues par les uns et les autres. Pas en leur disant ce qu'il faudrait qu'ils fassent en toutes circonstances, mais ce que sont leurs attentes. Et on ne sait pas, à la sortie du confinement, ce qu'il se passera. Est-ce que les gens vont avoir une forme d'aspiration individuelle parce qu'on a eu une forme de contrainte collective pour protéger tout le monde et se protéger individuellement de rester confiné, ou est-ce qu'on aura une envie de solidarité? Moi, je fais le pari qu'on aura une envie de collectif et de solidarité. Je fais le pari qu'on aura envie de repartir autrement. Et que si ce n'est pas le cas de tout le monde, ça ne sera pas le cas de tout le monde. On n'est pas dans un pays, heureusement, où il y a une pensée unique. Eh bien, ce sera le travail de conviction qu'il faudra faire et de confrontation des points de vue. Mais encore une fois, ça dépendra beaucoup de la capacité à se redire comme si on avait… donc pas, moi, je ne crois pas qu'on soit en guerre, hein, pour dire les choses comme je les pense, mais comme si on avait quand même une forme de fin de modèle, quoi. Un moment très particulier où il va falloir reconstruire d'une certaine manière. Eh bien, il faut qu'on se redonne les grands principes. En 1945, et il n'y a pas de comparaison historique entre les deux moments, hein, en termes de drame, etc. Mais moi, je suis historien de formation, je ne veux pas ces comparaisons historiques idiotes. Mais en 1945, si on regarde bien, un autre moment, il a fallu reconstruire. Il y avait la justice sociale. Ça s'est fait à partir de la justice sociale. Après la Première Guerre mondiale, on a créé l'OIT en disant il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Et ça s'est fait à partir d'un idéal. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la protection sociale, la construction d'une justice sociale par la protection sociale et d'un idéal qui était celui de l'Europe, qui est arrivé très vite. Je crois qu'il faut qu'on se recrée les conditions de la justice sociale et d'un idéal. Et cet idéal, c'est de vivre mieux tous sur une planète respectée. Je pense qu'on peut créer cette vision-là. On peut la faire partager, je crois, assez largement, mais ça ne se fera pas si on ne prend pas en compte la réalité concrète vécue par les uns et les autres, parce que c'est de ça dont on part tous individuellement. Je parlais dans le vide, là? Non, pas du tout, Laurent, mais par contre, on ne te voit pas. Vous ne me voyez pas? Non. C'est pas ça. On voit ton nom. Moi je vous vois pas non plus, mais c'est pas dramatique. Sans doute l'application. Jennifer, tu avais d'autres questions ou je pose les questions qui nous arrivent? Oui, vas-y. Oui. Donc, il y a plusieurs types de questions, hein. Je vais te poser une première question qui touche au revenu universel. Finalement, la question porte sur mais la CFDT dans tout ça, sur le revenu universel, qu'est-ce qu'elle en pense est-ce que finalement c'est un sujet qui est abordé dans les syndicats? Bon, je pense que là… Laurent? Ouais, c'est bon, je suis là. Oui. Oui, tu as entendu la question? Non, je n'ai pas entendu la dernière question. Alors, la question portait… bon, tu veux que je t'en pose plusieurs? La question portait sur le regard de la CFDT sur le revenu universel, hein, sur tout ce genre de possibilité de mettre en place des revenus. Ça y est, tu réapparais en photo. La deuxième question, c'est quelle est la place des syndicats finalement dans un monde
qui va nous demander de faire plus d'efforts, de relancer l'économie. Quelle est la vue de la CFDT, des syndicats progressistes qui ont sans doute des choses à se dire dans ce mode-là? Est-ce que tu entends? Pour l'instant, il y a une difficulté de connexion. Là. Non, non, j'entends, je t'entends. Voilà. Bon. Je t'entends. Tu m'entends? Ouais, j'ai entendu. La troisième, il y avait une question hein, sur la façon dont on pouvait finalement apporter de nouveaux choix, mais bon, je pense que tu as répondu en partie à travers des indicateurs de progrès, sachant que d'autres parlent d'indicateurs d'IDH, hein, d'indice de développement humain, mais je pense que ça ressemble d'une façon très proche aux indicateurs de progrès que tu as définis. Il y a une autre question sur la relocalisation des productions et notamment des productions stratégiques, ne serait-ce que les masques, ne serait-ce que sur les appareils de respiration artificielle, etc. Voilà. Donc, tu vois, il y a quand même un certain nombre de questions sur la production, sur le rôle des syndicats, sur le revenu universel, c'est vrai que… Et ensuite, je passerai à d'autres questions en termes de RSE. Sur le revenu universel, je crois que c'est un bon sujet. Je ne t'entends pas. Ouais. Vous m'entendez? Oui, je disais, le revenu universel, c'est un bon sujet. Il y a des conseils départementaux qui ont mis ça aussi à l'ordre du jour. Mais à une seule condition pour nous, je vais vous dire très clairement, que ce ne soit pas une façon de dire à ceux qui sont les plus fragiles dans notre société, on vous donne un revenu de base, mais on est solde de tout compte. Et que la question du travail, moi je ne crois pas que la question du travail soit une question sale. Je crois que le fait de travailler est un élément d'émancipation, de relations sociales. Et donc, il n'est pas question de dire il faut travailler il faut plus travailler et revenu de base pour tout le monde. Parce que ça, si on fait ça, on le fera pour quelques-uns et certains d'entre nous continueront d'exercer une activité. Si c'est parce qu'on considère que c'est ce que doit la société à chacun d'entre nous, moi je crois que c'est une bonne… ça peut être un bon sujet de réflexion. Mais il faut l'articuler à une réflexion sur le travail et sur le fait de travailler tous quand même et que ce ne soit pas forcément vécu comme une forme de minima social. Donc là-dessus, il y a eu beaucoup de débats. Il y a une logique aussi assez libérale autour du revenu universel pour une partie de ceux qui le portent. Bon, vous avez compris que ce n'est pas vers cette option-là qu'on se portait nous. Sur le fait de c'est quoi le rôle du syndicalisme quand il faut faire des efforts. Je vais être très franc, le syndicalisme, c'est quand même toujours… il n'y a pas eu de période où il ne fallait pas faire des efforts. Il s'est construit, le syndicalisme, il ne s'est jamais construit, développé sur des périodes où tout allait merveilleusement bien. Bien sûr, nous, on a sans doute la logique du syndicalisme et des 30 glorieuses, qu'on mythifie beaucoup trop dans notre pays, de mon point de vue. Parce que les 30 glorieuses, c'était une période, il faut le rappeler, où il y avait une intensification du travail, des conditions de travail très compliquées. C'est vrai qu'il y avait le plein emploi, mais les femmes ne travaillaient pas, donc c'était quand même un choix de société pour le moins discutable. On tirait comme des sauvages sur la biodiversité, l'écologie, etc., sans regarder dessus, donc ce n'était pas une période désirable. Mais c'est vrai que le syndicalisme à ce moment-là, c'était un syndicalisme qui obtenait beaucoup de respect, avait une forte possibilité de redistribuer les richesses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le syndicalisme a toujours été dans les moments compliqués. Et la question, c'est pas… la logique qu'il faudrait demain faire des efforts, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les efforts, ils sont déjà faits dans les entreprises. On les a déjà faits et on en fera d'autres demain. Et bien sûr qu'il y aura des moments où il faudra adapter
parce que la situation économique de telle ou telle entreprise sera compliquée. Mais ça se fait par le dialogue social. Mais ceux qui demain commencent, enfin ceux qui aujourd'hui commencent à expliquer que demain ce sera de la sueur et des larmes qu'il faudra, font un choix démocratique détestable. Parce que ce n'est pas vrai. Moi, je fais le pari que l'attente qui va sortir de cette crise, ce sera une attente de mieux, de mieux être, de mieux vivre. Et si on a appelé ça le pacte du pouvoir de vivre, quand on a lancé notre initiative, c'était justement parce que le pouvoir de vivre, ça regroupe tout un tas de dimensions et pas simplement, même si elle est très importante, la question du pouvoir d'achat. Elle est aussi la question de vivre dans un environnement sain, de vivre les uns avec les autres, d'avoir le droit à s'exprimer, à ce que sa parole puisse porter, etc. Et le syndicalisme, il a à se réinventer. Dans cette période, il a forcément à se réinventer. D'abord en nouant de nouvelles alliances, c'est ce qu'on a fait avec ce pacte du pouvoir de vivre. Deuxièmement, en intégrant les réalités, qu'elles nous plaisent ou non, du monde économique, et en essayant de les transformer en ayant une double dimension, parce que je crois qu'on ne l'avait pas précédemment, la question sociale, mais aussi la question environnementale. Et donc, moi, j'ai toujours, mon engagement syndical, il repose sur un principe, c'est que le social n'était pas un sous-produit de l'économique. Et bien, demain, dans la société, il faut que le social et l'écologie ne soient pas des sous-produits de l'économie, qu'ils soient partie intégrante dans le développement durable tel qu'on le conçoit. Sur la relocalisation d'activités, je crois qu'il faut de production, pardon. Je crois qu'il faut avoir cette logique-là, mais ne pas tomber dans la facilité. D'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on relocalise de l'activité en Europe. Et évidemment en France, mais aussi en Europe. Il faut avoir une logique européenne autour de ça. Si on a construit l'Europe, si on est européen, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir ce type de réflexion au niveau de l'Europe. Deuxièmement, il faudra regarder ce que ça procure sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que prendre entreprise par entreprise, secteur par secteur, ce qu'on peut faire pour telle ou telle activité, ce sera plus ou moins pertinent. Donc, il faudra prendre le temps de débattre de ce qu'on veut. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur tout un tas de besoins vitaux, qui sont ceux de l'alimentation ou de la santé, par exemple, il ne faut pas confier ça, il ne faut pas être dépendant de pays qui ne sont pas des régimes démocratiques, qui ne sont pas dans des logiques de multilatéralisme, d'échanges commerciaux équilibrés. Et donc, oui, le fait qu'on soit en problème, qu'on ait un problème au niveau des masques ou qu'on ait un problème au niveau du cuir. Je reviens. Je suis désolé, hein, moi j'ai toujours eu une connexion parfaite. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, donc je disais, le fait que sur un certain nombre de biens essentiels, on était en rupture, parce que c'est de ça dont il s'agit, et un problème d'approvisionnement doit nous faire réinterroger nos capacités de production. Mais attention à aller aussi sur les bons sujets. J'en prends un, c'est sur la question de la transition écologique. Ne refaisons pas, par exemple, la bêtise qu'on a fait avec le solaire. Mettons-nous en capacité de produire sur les investissements nécessaires demain. Et par exemple, sur les mobilités, il faut qu'on puisse, au niveau européen, il y a des coupures permanentes. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Oui, je disais, il faut qu'on fasse, comme on se battait depuis longtemps sur la question des batteries, par exemple, pour les véhicules, pour qu'il y ait une production européenne, sur d'autres sujets liés au mieux-être, au mieux-vivre, il faut qu'on puisse maintenir ou relocaliser les productions, ce qui va nous faire changer de logique. Mais ça fait partie des grands principes qu'il faut avoir dès le départ quand on va sortir de cette crise. Très bien. Peut-être une autre série de questions hein, qui touchent plutôt à la RSE. Hein. Monsieur Jean-Pierre Nacry, hein, qui préside la commission RSE à la Cité des Échanges au réseau Alliance à Marc-en-Barreuil,
Je dis ça parce que j'ai participé à de très nombreuses réunions lorsque j'étais chez Orange et j'y allais très régulièrement. Et Monsieur Nacri pose la question de la présence finalement des syndicats à travailler à ces regards collectifs. C'est vrai que on observait souvent, hein, j'en ai été témoin, beaucoup d'entreprises, mais finalement peu de syndicats à nos côtés pour pouvoir travailler sur ces questions de RSE. Comment vois-tu les choses et à la limite, j'irais beaucoup plus loin, comment verrais-tu les choses vis-à-vis de la présence des syndicats dans les conseils d'administration qui se préoccupent, qui mettent en place justement la responsabilité sociétale de l'entreprise au sein de leur entreprise. D'abord, je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la question parce que ça coupe en permanence en termes de connexion. Je m'en excuse, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou pas, mais juste, moi je crois que on ne peut progresser que si on associe tous les acteurs concernés au choix qui les concerne. Dans les entreprises, il n'y a pas, je le dis comme je le pense, les entreprises je reviens. Je ne sais pas pourquoi ça coupe régulièrement. Je crois que ça coupe, je vous le dis, c'est quand on va sur les questions-réponses. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois sur les questions, ça coupe. Vous m'entendez là? Oui, 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 oui. Non, je pense qu'il faut à chaque fois qu'on est conseillé par une décision prise, il faut qu'on soit associé. Et que dans les entreprises, je crois qu'on est en train de comprendre à travers cette crise que ce qui fait sens, c'est le dialogue social et le dialogue professionnel. On est en train de comprendre que dans un certain nombre de secteurs, notamment dans les Hauts-de-France, je pense à Toyota par exemple, lorsqu'on fait le choix de l'intelligence, du dialogue, eh bien, on est capable, même petitement au départ, mais de reprendre une activité dans les conditions actuelles. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai aujourd'hui sur le travail, mais ça doit être vrai sur l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. Donc moi, je pense que, et vous le savez, ce n'est pas nouveau, la CFDT, elle plaide pour une forme de codétermination à la française qui conjuguerait 3 éléments. Le dialogue professionnel sur le travail en tant que tel, la façon dont c'est réalisé. Je crois que les salariés ils sont plus éduqués que dans les années d'après-guerre et que du coup, ils ont plus envie encore de participer aux choix qui les concernent, de prendre part, avoir de la prise sur leur travail. Le deuxième élément, c'est un dialogue social dans l'entreprise, sur les aspects stratégiques, économiques, mais également sur les aspects des relations sociales classique. Et le troisième élément, c'est une participation des représentants des salariés dans les instances de gouvernance de l'entreprise pour en décider les grands choix. Moi, je crois que c'est ça la vraie responsabilité sociale et sociétale des entreprises, en s'adjoignant aussi d'un comité de parties prenantes, parce que l'entreprise n'est pas toute seule dans un univers. Elle a des clients, elle a un environnement, elle a une géographie. Voilà, c'est cela vers quoi il faut aller. Si cette crise n'est pas l'occasion de réinterroger les gouvernances, toutes les gouvernances d'une certaine manière, mais particulièrement la gouvernance d'entreprise, on vous fera une occasion, même s'il y a eu quelques pas d'effectués depuis quelques temps maintenant, mais on doit aller encore plus loin. Ça peut permettre de faire la transition avec deux types de questions que nous avons reçues. Un premier type de question sur finalement quid de la participation des syndicats, des ouvriers, des entreprises également sur l'aménagement du territoire. Et le deuxième type de question porte, tu n'es pas sans être informé qu'il y a eu un pacte de la transition qui a réuni une centaine d'associations avec 32 mesures écologiques et que tout cela a été signé par grosso modo plus de 700 listes aux dernières élections municipales, ce qui est plutôt un succès en soi, mais même si ça paraît peu, mais en tous les cas, on peut se poser la question, est-ce que ce genre de propositions et de chartes qui ont été signées
ne peut pas se faire au niveau national. Et je rejoins par rapport à ce que disait en préambule Jennifer Hutemerman, au niveau européen, bien évidemment. Et c'est pour ça que je dis que ça fait une transition, parce que finalement, avec ce que tu proposes au niveau de l'entreprise et les syndicats, on peut imaginer justement une participation, une participation des citoyens à l'organisation territoriale. Mais tu ne l'entends plus, je pense. Je t'ai entendu, Alain, mais je t'ai entendu entrecoupé. Oui. La question qui va être posée demain, c'est quels sont les bons lieux d'action. Enfin, d'abord, si on décide d'aller dans la bonne direction. Ce n'est pas gagné. Hein. Ça coupe en permanence, donc je ne sais pas pourquoi. Je disais, les questions qui sont posées, c'est quels sont les bons lieux d'action pour agir sur ce qu'on veut faire. Et je disais, à l'heure où on se parle, il n'est pas garanti que la tentation la plus large, en tout cas celle qui l'emporte, y compris de la part de nos gouvernants, soit pas de repartir un peu comme avant. Parce qu'on ne peut pas se nourrir de mots. On ne peut pas dire ça plus rien sera comme avant, on va revoir les choses et pas reposer fondamentalement un certain nombre de grands principes. Donc, et si on prend la question écologique, on voit bien un certain nombre de lobbies sont déjà à l'œuvre pour dire attendez, la question demain, elle sera la reprise économique et la reprise. Et puis, il y aura sans doute des réponses sociales à apporter et du coup, la question écologique, on peut la repousser. Non, on ne peut pas la repousser. Pour la simple bonne raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a fait le choix de la vie à travers cet épisode du Covid, qui est loin d'être terminé malheureusement. Continuons de le faire. Et si on continue de le faire, il faut réellement cette question écologique. Et là, il faut des nouvelles alliances. Il faut de nouvelles alliances, il faut de nouveaux lieux d'action. Il faut conjuguer l'action individuelle et personnelle avec l'action collective à une échelle de la vie, de là où on vit, de là où on travaille, avec de grands choix macro-politiques qui sont opérés au niveau national et au niveau européen. Donc, moi, je crois beaucoup à l'échelon local. Je crois beaucoup que les solidarités que j'appelle de mes voeux, elles se développent sur les lieux de travail et dans les territoires. Et là, il faudra aussi que, plutôt que d'agir un peu en silo chacun, et c'est ce qu'on a fait avec ce pacte du pouvoir de vivre, toutes les organisations qui sont dedans, au départ, les 19, on avait des liens avec elles. On avait des liens lorsqu'on avait un sujet qui se croisait. Puis tout d'un coup, on s'est dit, on travaille ensemble et on se fait confiance. Parce qu'on a tous un niveau d'expertise, certains sur le travail, d'autres sur la santé, d'autres sur l'environnement, d'autres sur la lutte contre les exclusions en tout genre, etc. Et c'est à travers cette coagulation de forces qu'on a pu progresser et qu'on a pu faire ces propositions. Et je crois que maintenant, dans le temps de l'action, il faudra toujours conjuguer les forces et que le niveau local est le niveau le plus pertinent. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est adressé, comme la coalition dont tu parles, on s'est adressé aux candidats aux élections municipales, mais de la même manière qu'il y a des choses à faire au niveau régional et qu'il y a des choses à faire aussi au niveau national. Il n'est pas question de dire qu'il n'y aura plus de responsabilité nationale. Mais je crois, on est en train de faire la démonstration que l'hypercentralisation et le fait de décider de grandes lois, de grands choix, qu'ils soient bons ou mauvais, mais en tout cas, quand ils sont bons d'un niveau national et de croire que ça devient opérant et opérationnel et perçu comme tel et bénéfique pour les personnes à qui ça s'adresse, on voit bien qu'il y a un gap qui est difficile à franchir. Pourquoi ? Parce que si on n'associe pas les acteurs dans les choix qui sont faits, mais aussi dans leur mise en œuvre, on perd beaucoup de force, mais aussi beaucoup de confiance démocratique. Merci. Alors, il reste 5 minutes et M. Berger doit nous quitter vraiment à 19h. Donc, je vais prendre des dernières questions que je vais essayer de regrouper ensemble très rapidement. Je suis désolée pour ceux qu'on frustre, mais on essaiera de voir plus tard s'il est possible de vous apporter des réponses. Alors, on a des questions qui se recoupent sur la question de l'après encore, puisque c'est ce qui intéresse beaucoup les gens. Comment voyez-vous l'évolution des mouvements citoyens tels que les Gilets jaunes ? Comment canaliser et gérer ces énergies, ces envies, ces idées ? Y a-t-il une nouvelle forme d'organisation à mettre en place ou finalement, est-ce qu'on est
on doit se résigner à une multitude de mouvements citoyens dont la durée de vie sera courte et au final inaudible. Comment mettre en valeur et transformer les initiatives que l'on observe à l'occasion de cette crise pour que cette solidarité perdure? Et puis peut-être aussi des questions plus économiques sur la place du secteur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, dans la transformation, et puis la place de la dette et du déficit dans la nouvelle voie vers une société plus durable. Sur ça a coupé encore un peu, donc et sur les gilets jaunes, enfin, les mouvements citoyens, moi je crois que l'expression citoyenne, elle est toujours à souligner. Et lorsque ça relève un mécontentement, une situation difficile, une aspiration, il faut l'écouter. Mais là, je reviens. Les gilets jaunes, il y a eu une difficulté à hiérarchiser des propositions, à avoir une représentation collective, à faire aboutir des solutions. Et donc, je crois, moi, beaucoup, depuis toujours, je crois à la force de l'association, de l'associatif, à la force du regroupement militant, du regroupement autour d'une cause, d'une idée. Et je crois que c'est ce qui nous interpelle, nous, ces forces-là, qui sont un peu les forces traditionnelles de la société civile, c'est d'être capable de capter les réalités vécues par les uns et les autres et de les transformer en propositions, en accompagnement et en mobilisation. Et donc, moi, je ne voudrais pas opposer une mobilisation nouvelle à une forme plus traditionnelle d'action. Non, je crois la capacité, ce dont on a besoin, c'est que des gens se regroupent, portent des propositions et s'engagent aussi pour les faire aboutir. Parce que ce qu'il ne faut pas, c'est une société civile qui soit juste dans le fait de proclamer des slogans et dans une incapacité finalement à s'engager pour les mettre en œuvre ou pour en obtenir des avancées, fussent-elles partielles. Donc, ça, je crois que ça nous interroge tous et je pense que plutôt que de chacun dans sa tranchée à se dire voilà, c'est moi qui ai raison, regardons comment on fait se regrouper des gens autour de belles valeurs. Parce que la question qui va être posée au bout d'un moment, c'est est-ce que les principes qu'on va édicter, c'est les principes de solidarité, de vivre les uns avec les autres en respectant nos différences, etc., de vivre dans un environnement respecté, ou est-ce que c'est le productivisme à tout crin, c'est la société autoritaire, c'est le rejet des différences, etc., de l'étranger. Ces questions-là vont être au cœur de la reconstruction. Voilà, il y a beaucoup à faire, on pourrait dire beaucoup. Sur la question de l'ESS a une opportunité énorme. C'est déjà aujourd'hui presque 10% des emplois. C'est une forme d'économie plus stable. Ça ne peut pas devenir le modèle unique, mais je crois qu'on voit bien que l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas exemple de défis, notamment sur les relations sociales parfois, aussi, comme d'autres entreprises, eh bien, l'ESS a un rôle énorme à jouer parce que c'est aussi un formidable laboratoire d'innovation. Parce que la recherche à tout crin du profit n'est pas, même s'il y a une question de rentabilité comme toute entreprise, mais n'est pas sa préoccupation première. Parce que l'utilité sociale va demain être un des éléments centraux, je crois, de la reconstruction qu'on doit opérer. Et puis aussi parce que ce sont souvent les entreprises où la répartition de la richesse est beaucoup plus équitable. Et on aura un sujet répartition de la richesse demain à se poser, enfin on l'avait déjà, mais elle va se poser de façon accrue. Et on voit bien qu'il y aura des résistances parce qu'il suffit de parler un peu de fiscalité, de contribution des plus riches, de taxation du capital pour que déjà un certain nombre de lobbies se mettent en travers de la route. Sur la question de la dette, moi je vais répondre en deux temps. La CFDT n'a jamais été désintéressée sur la question de la dette parce que la question c'est quelle est cette dette? Si c'est une dette d'investissement, franchement, arrêtons de nous faire des nœuds dans la tête. Si c'est une dette de fonctionnement qu'on fait payer aux générations futures, c'est plus compliqué. Dans les années 80-90, on a créé cette dette pour fonctionner aujourd'hui, nos générations. On savait que c'était les générations d'après qui allaient le payer. Ça, je ne crois pas que ce soit bénéfique. Si c'est pour construire du commun et une société beaucoup plus résiliente, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus respectueuse de l'environnement et beaucoup plus durable d'une certaine manière, la question de la dette n'est pas
la première question à se poser en sortie de crise. Si la première question qu'on se pose, c'est comment on va réduire la dette demain, on va faire que des conneries, excusez-moi le terme. Le sujet, c'est comment d'abord cette dette, elle peut être mutualisée au niveau européen. C'est un des enjeux des discussions en cours actuellement. Comment la BCE, elle peut aussi assurer un certain nombre de dettes nationales et notamment en les rendant des dettes sur du très long terme, voire perpétuelles. Et puis, on aura aussi à s'interroger sur la contribution des uns et des autres au bien commun. Enfin, on ne peut pas avoir un débat sur la fiscalité sans qu'on ait l'impression qu'on touche à quelque chose d'horrible. Mais le consentement à l'impôt, c'est constitutif de la volonté de vivre les uns avec les autres dans un cadre plus égalitaire, plus sain, plus respectueux de nos différences et de nos fragilités respectives. Et donc, faut qu'on revienne sur une capacité à débattre de la répartition des richesses demain et de la contribution des uns et des autres au bien commun. Ce n'est pas simple, ce n'est pas un sujet facile, mais si la logique elle est juste une règle à calcul, en disant voilà, il y a une dette, il va falloir que chacun fasse des efforts, on va supprimer tout un tas de services publics alors qu'on voit aujourd'hui combien ils sont garants d'une forme de cohésion sociale, eh bien, on fera des bêtises. Donc, voilà, la situation est grave. On ne va pas se raconter l'histoire. 10 millions de travailleurs payés à 84, payés avec une partie de leur salaire par l'État, ça crée une dette considérable. Mais moi, je préfère ça qu'être aux États-Unis où il y a 25 millions de chômeurs depuis 3 semaines ou un mois. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à s'interroger sur le rôle des uns et des autres pour faire en sorte que notre pays ne sombre pas dans la dépression et dans la récession durable. Bon, bah ça, c'est des débats qu'il faudra avoir. Moi, je ne suis pas un idéaliste et donc, du coup, je pense que la question économique va se poser. Mais attention à ne pas en faire d'abord une question financière. C'est d'abord autour des principes de bien commun qu'on veut construire. Et c'est d'abord ce travail-là qu'il faut opérer. C'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, on essaye de convaincre actuellement les uns et les autres que c'est là-dessus qu'il faut aller en sortie de crise. On verra si on y arrive. Écoutez, merci beaucoup. On va clore cette conférence pour ce soir. Je sais que vous avez d'autres obligations. Merci pour ce temps que vous avez partagé avec nous. Merci à vous. Je suis désolé pour les coupures. Non, il n'y a pas de souci. On a compris, je pense, l'essentiel du message. Voilà, la vocation de ces visioconférences c'est la 4e qu'on enchaîne depuis quelques semaines, c'est justement d'apporter de la matière à réflexion. Et ce que vous disiez, c'est de pas venir avec des solutions toutes faites qui seraient celles du politique, mais contribuer avec des paroles de personnes différentes de tout horizon pour construire quelque chose tous ensemble. Et je pense que ce soir, on a encore enrichi notre panel. Tout ça, on va les regrouper dans des cahiers de la transition. Et puis voilà, on les partagera avec vous et on en fera matière à réflexion ensemble. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à Monsieur Berger et merci à son équipe qui nous a facilité le tout. Merci, au revoir. Au revoir.